Bonjour et bienvenue dans votre émission Correspondance. Nous sommes à la sortie de Paris, au Bois de Boulogne, sous la Grande Cascade, un site totalement artificiel créé en 1856, un lieu de villégiature privilégié pour les Parisiens du 19e siècle, dont le plus connu est certainement Napoléon III qui adorait venir ici se promener. Mais il est temps de retrouver le meilleur des reportages des correspondants de France 24. Et cette semaine, il nous emmène en Guinée, au Soudan du Sud ainsi qu'au Brésil. Mais tout d'abord, direction l'Afghanistan, d'où les troupes américaines se retirent progressivement. Et vous allez le voir, ce ne sont pas les seuls à partir. Les aides internationales se raréfient, ceux qui le peuvent quittent le pays, car les talibans profitent du départ des Américains pour reprendre peu à peu possession du pays. C'est un reportage de nos correspondantes, Solène Chalvon-Fioriti et Sonia Ghezali. Cette clinique au cœur de Kaboul ne désemplit pas. Une femme la dirige, le docteur Shefajo. Je suis désolée, votre bébé est mort. Il ne faut pas que vous tombiez enceinte dans les 6 prochains mois. Cette gynécologue s'alarme de la baisse des fonds de l'aide internationale. Le secteur de la santé féminine en paye le prix fort. Tant que la situation sécuritaire ne sera pas bonne, je pense que personne ne voudra venir ici ou nous soutenir financièrement. Les donateurs veulent soutenir les femmes. Ils veulent beaucoup apporter leur soutien au secteur de la santé féminine. Les talibans, eux, ne se soucient absolument pas des femmes. Les talibans gagnent chaque jour du terrain. Certains se préparent déjà à leur retour. Fatima Saifi est cadre dans cette entreprise qui réalise des études pour des organismes internationaux. Nous travaillons dans un environnement quasi familial et tout le monde se sent à l'aise ici. S'ils prennent le pouvoir, les talibans n'autoriseront pas les femmes à travailler aux côtés des hommes. C'est pourquoi nous équipons les femmes avec des ordinateurs portables et des abonnements Internet pour qu'elles puissent travailler de leur domicile. Au moins, nous avons trouvé un moyen pour que nos employés soient protégés. Face à l'arrivée des talibans, l'Institut français d'Afghanistan a fermé ses portes et anéanti les rêves de Samir, un de ses anciens étudiants. Tous ses professeurs ont trouvé refuge en France. C'est mon diplôme que j'ai gagné. Je veux que partir comme notre professeur en France. Je veux finir mes études en France parce que vous savez que la sécurité, on n'est pas calme en Afghanistan. On ne peut pas apprendre. Samir espère obtenir un visa pour la France, mais sa demande a peu de chances d'aboutir. Des milliers d'Afghans cherchent à quitter leur pays. 10 ans après son indépendance, 1 an après la fin de la guerre civile, le Soudan du Sud est toujours miné par l'insécurité. Preuve s'il en fallait de cette violence omniprésente, il y a plus de blessés par balle aujourd'hui que pendant la guerre civile. C'est un reportage de notre correspondant dans la région, Simon Wolfart, qui s'est rendu sur place pour France 24. Dans cet hôpital de Djouba, 9 patients sur 10 sont des blessés par balle. Certains cas sont extrêmement graves. La balle est arrivée du côté droit du visage jusqu'au côté gauche. C'est une blessure qui aurait pu être mortelle pour lui. Nous lui avons fait une gastrostomie pour qu'il puisse se nourrir facilement. Je suis heureux de voir qu'il va mieux et qu'il arrive même à se nourrir par la bouche. Docteur Assefa est chirurgien depuis 5 ans au Soudan du Sud. Malgré la fin de la guerre civile, il n'a jamais vu autant de cas présentant des blessures de guerre dans son service. Avant l'accord de paix ou après l'accord de paix, nous avons les mêmes types de blessures ici. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une augmentation du nombre des patients. Désormais, c'est un combat pour la survie. Les gens se battent pour la nourriture en volant du bétail et cela crée un cycle de représailles. Au Soudan du Sud, rares sont les hôpitaux capables de traiter ces cas. Mayak a dû être rapatrié en avion depuis l'état du Djonglé jusqu'à Djouba après avoir été attaqué lors d'un vol de bétail. Ils ne m'ont pas tué, donc quand je retournerai là-bas, je ne chercherai pas à me venger. Je ferai ce qui est bon pour moi parce que quand j'aurai terminé mes études, ma vie sera meilleure. Pour ceux qui cherchent à se venger, le cycle de violence n'a jamais de fin. Depuis la fin de la guerre civile, le gouvernement a tenté d'imposer le désarmement des populations. Mais dans beaucoup de régions où la sécurité n'est pas assurée par l'État, les fusils sont bien souvent les seuls moyens de défense pour les habitants. Des armes ont été collectées lors du processus de désarmement. Mais souvent, à cause de la corruption, ces fusils reviennent entre les mains de civils. Le gouvernement doit rendre cela coûteux d'avoir une arme. Quand les civils se livrent à toute forme de violence armée, le gouvernement doit les trouver. Et le gouvernement
doit les poursuivre. Pour endiguer ces violences au Soudan du Sud, l'ONU a renouvelé d'1 an son embargo sur la vente d'armes jusqu'à mai 2022. Au Brésil, les journalistes sont régulièrement pointés du doigt par le président Jair Bolsonaro. À l'instar de l'ancien président américain Donald Trump, il n'hésite pas à désigner la presse comme étant l'ennemi public numéro 1. Un discours populiste qui a des conséquences. De plus en plus de nos collègues se font agresser par ses partisans. C'est un reportage de nos correspondantes au Brésil, Louise Rollet et Valéria Sacone, sur un récit d'Inès Olagaray. Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalhas. Comme à son habitude, le président brésilien s'en prend aux journalistes. Dans les rues, les journalistes sont régulièrement agressés par les partisans de Jair Bolsonaro, surtout lors des manifestations de soutien au président. L'an dernier, 580 atteintes à la liberté de la presse ont été comptabilisées dans le pays. Ce journaliste dénonce les tentatives systématiques du gouvernement pour décrédibiliser les médias. L'une des conséquences de ce type de pression permanente, c'est l'autocensure des agences de presse ou des journalistes indépendants. Ils y réfléchissent à 2 fois avant de publier la moindre information qui pourrait avoir comme répercussion des représailles physiques ou financières. La police cherche elle aussi à intimider les journalistes. Au mois de mai, une opération antidrogue dans une favela de Rio de Janeiro a fait 27 morts. Le rédacteur en chef de la revue The Intercept a dénoncé dans son reportage l'existence d'une cellule de tueurs au sein de l'unité d'intervention de la police. Résultat, la police civile de l'État de Rio de Janeiro a ouvert une enquête sur Leandro De Mori. Régulièrement menacé, le journaliste a été obligé de s'entourer de gardes du corps il y a déjà 2 ans. On peut dire que c'est quasiment une police politique. C'est ça qui est en train de se passer. C'est une police de répression de liberté de la presse, de la liberté d'expression. Il y a une politique de répression de la pensée. Ces derniers temps, la police se consacre à persécuter les communicants et les journalistes qui dénoncent les problèmes et les fléaux du Brésil. Depuis que Jair Bolsonaro est au pouvoir, le Brésil a perdu 4 points dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. L'équipe de France 24 n'a pas échappé à cette vague de violence. Elle s'est fait agresser lors d'une manifestation pro-Bolsonaro en avril 2020. Pour qui connaît le trafic automobile de Conakry, la capitale guinéenne, les embouteillages sont une évidence. Mais depuis le 6 mai dernier, la situation a encore empiré. Les mototaxis n'ayant plus le droit de se rendre dans le centre-ville. Une mesure de sécurité publique, disent les autorités. C'est surtout un casse-tête insoluble pour les habitants. C'est un reportage de nos correspondants, Sarah Sacco et Malik Diakité. Taxi, en ville, en ville. 7 h du matin, au carrefour Amdalaï, en banlieue de Conakry. Jean-Baptiste tente désespérément de rejoindre le centre-ville où il travaille. Depuis plus de 30 minutes, je suis arrêté ici, mais pas pour emprunter, mais pas un taxi. Je ne gagne pas. Ça vient bourrer et puis il y en a, ils n'arrivent même pas en ville. Donc ça devient pas un problème pour moi. C'est un calvaire. Après 45 minutes, le fonctionnaire embarque enfin. Son calvaire est loin d'être terminé. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. D'habitude, quand je sortais, avec les embouteillages comme ça, je parvenais pas à prendre pas un taxi motard et puis pour m'amener rapidement. Mais voilà, nous sommes bloqués comme ça. C'est difficile. C'est très difficile. À Conakry, prendre un mototaxi est bien souvent le seul moyen d'échapper aux embouteillages monstrueux. Depuis le 5 mai, l'entrée du centre-ville, le quartier des ministères et des affaires, leur est interdite. Samuel doit désormais déposer ses clients ici sous peine de voir sa moto confisquée par la police. On nous a interdit de franchir le pont. Je ne sais pas pourquoi cette décision. Sinon, ça ne nous arrange pas. Étant étudiant diplômé sans emploi, on est obligé de faire cette activité pour subvenir à nos besoins. Selon les autorités, il y avait urgence à limiter la circulation des mototaxis. La plupart des grands accidents qu'on a eus, accidents mortels, dans ces derniers temps, c'est les mototaxis. La plupart des jeunes aussi qui sont infirmes aujourd'hui, handicapés, à vie, c'est les mototaxis.
Les mesures annoncées par les autorités prévoient également le port obligatoire du casque ou encore l'interdiction de transporter des femmes enceintes. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Héloïse Mélan et Yéna Lee à la réalisation et merci à Charlotte Prudhomme à la coordination. Correspondance prend ses quartiers d'été. Une petite pause avant de se retrouver à la rentrée avec toujours le meilleur des reportages des correspondants de France 24. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Restez bien sur France 24.